Alors, je vais donc vous lire une nouvelle que j'ai écrite avec la participation de nombreuses personnes qui m'ont donné des mots, d'accord ? Sinon, sans cela, cette nouvelle n'aurait pas existé. Et cette nouvelle s'appelle « Une séance de dédicace ». Pardon. Allez-y. Donc ça s'appelle « Une séance de dédicace ». Chapitre 1. C'était toujours la même galère, se réveiller. Jonathan serait bien resté là, lové contre l'oreiller gigantesque qui épousait la forme de son corps. Fluet, trop, avec cette constante envie de dévorer le monde, qui se traduisait par une manière bien à lui de se déplacer, presque féline. Le corps de Jonathan mettait un temps infini à se déployer, comme s'il était un arc dont on devait haler la corde avant de pouvoir simplement tirer la flèche de la pensée. Une à une, les mains se lancèrent à l'assaut de l'espace. Les yeux roulèrent des orbites jusqu'au plancher qui tournoyait. Jonathan avait trop bu le soir d'avant. Jonathan buvait trop, de toute manière. Et ce n'était guère compatible avec son état de libraire. La librairie. Sa librairie, qui fonctionnait à merveille et qu'il délaissait souvent, comme le don Juan frénétique qu'il était. Et puis, il y avait Marie. Marie, mais il faudrait une vie pour la raconter, et Jonathan n'avait pas envie d'écrire quoi que ce soit à propos de sa collègue de travail. Il l'avait embauchée 9 mois plus tôt, une maternité, sur la seule bonne foi d'un carnet dézingué où étaient collées des dizaines et des dizaines d'étiquettes de fromage. Collection ahurissante où voisinaient pêle-mêle le Japon et la Franche-Comté, le Danemark et le Venezuela, pays bien réputés d'ailleurs pour la qualité de leurs produits lactés. Comme tout séducteur accompli, Jonathan avait visé juste. Marie était une perle, un collier de perles, une entreprise perlière. Elle connaissait aussi les 1001 manières de cuisiner au barbecue, à la pirate, à la grecque, à l'envolée. Mais ça, hormis pour les réceptions d'auteurs, ça ne servait pas à grand-chose en librairie. Attends un peu. Une pensée reva dans son cerveau comme un poney indien qui aurait découvert l'existence de la selle. Merde, mais c'était aujourd'hui! On était quoi, le 27 août 2022? Mais oui, et Jonathan sentit la petite goutte de sueur typique couler le long de son échine. Il était 10h45 et il recevait à partir de 11h Camille Couteau, ex-prix Goncourt 2017 des lycéens, qui venait de publier son dernier roman chez Galisseuil. On savait peu de choses sur Camille Couteau. Elle refusait systématiquement toutes les interviews, n'apparaissait jamais sur les réseaux sociaux ou autres médias ordinaires, télé, journaux, etc. Elle était surtout connue pour ses voilettes de couleur qui masquaient son visage, ses robes amples qui étouffaient sa silhouette comme un moustique pris dans des rideaux. Comment alors Jonathan Sardin avait-il pu obtenir que cette mystérieuse autrice apparaisse comme un miracle faisandé dans sa librairie de quartier ? Eh bien, cela aussi, c'était une belle manigance de Marie. Tout aussi mystérieuse que la femme qu'elle avait invitée en signature ce 27 août à la librairie Au Bon Mot à 11h. Déjà 2 minutes de perdu. Jonathan se glissa comme un reptile anémique dans son jean usé, enfila sa chemise hawaïenne rouge à fleurs mauve, sa préférée, et se coiffa sur ses cheveux à la diable d'un pork pie hat à la manière d'un Lester Young sur le retour. Il était parfait. Parfait pour faire la figuration dans sa propre officine, vu que Marie, toujours aussi extraordinaire, avait encore dû tout prévoir. Chapitre 2. La librairie était fermée. Comme quoi, on ne peut pas faire confiance, comme dans n'importe quel mélisme où les notes qui devaient s'accorder se font la malle hors de portée. 10h57. Jonathan habitait tout près de la librairie, donc question timing, on était bon. Lumière, devanture, table sortie, vérification de la caisse enregistreuse, check, check, check. Il était prêt. Mais personne, ni client, ni autrice, ni Marie. Jonathan en profita pour se faire un café bien serré. Il installa aussi les piles du nouveau roman de Camille Couteau en évidence sur une table près de celle où se placerait la romancière. C'était quoi d'ailleurs son livre? Ça parlait de quoi? La cité féerique. Jonathan reluqua le 4e de couverture. Une émissaire de l'ONU découvre l'existence d'une ville inconnue, non portée sur les cartes, où une main de fer dirige toutes les activités, notamment en biotechnologie,
où la création de chats de couleur rose apparaît comme une innovation. Des chats fluorescents censés connaître la psyché de leur maître et prévenir d'éventuelles maternités. Le chat assistait aux ébats et miaulait en cas d'apothéose. Jonathan se désintéressa vite de l'affaire. Encore un pseudo-roman de SF, du blabla standard poussé par les critiques et un certain public gelé dans ses certitudes. De la glace à consommer rapidement, sous peine de fondre dans les aléas du chef-d'œuvre. 11h sonna vite, puis 11h15, subitement. L'église voisine faisait office de pendule. Toujours personne. Jonathan s'interrogea. Tout cela semblait un mauvais rêve, une mauvaise farce, une mauvaise entourloupe du destin, comme un shérif qui ferait tout pour que vous quittiez la ville dans l'heure. Marie n'était jamais en retard, jamais. Un auteur peut-être, mais Marie non. Elle avait la phobie du retard, aurait tué quiconque lui aurait posé un lapin, même un amour naissant. Il était survenu un événement dans cette matinée étrange où le réveil n'avait pas sonné à temps. La réserve. Pourquoi tout à coup pensait-il à la réserve? Parce que c'était le seul endroit de la librairie où il n'avait pas regardé. Mais qu'est-ce que, franchement, Marie ferait là? Un thé avec l'autrice, en toute convivialité, petit four assorti à la volette du jour. Non mais n'importe quoi. Jonathan poussa la porte de la réserve. Repro, toile de maître, encore en rouleau, bouteille vide de la dernière réception organisée en l'honneur des 6 ans de la librairie et toujours pas jetée. Le mouli presso mixo vapeur de la tante Jacqueline que Jonathan devait refourguer à sa mère. Les cartons d'invendus de Florilège mon amour. Une romance sur un chœur de voix bulgares qui s'éprennent les unes des autres. Beaucoup de zones d'ombre, de masse, dont une oblongue, là, sur le sol, dans une grossière enveloppe de papier bulle, tout le rouleau. Celui derrière la porte. D'un geste, Jonathan déchire l'enveloppe. Jonathan déchira l'enveloppe. Il sentit le corps de Marie sous les capsules d'air, emprisonné, suffocant, presque inerte. Quelques soubresauts agitaient la forme. Jonathan parvint à libérer la bouche de la jeune femme, entendit à peine le « attention » plus soufflé que murmuré, avant que le noir de la pièce n'obscurcisse sa pensée dans un plongeon vertigineux. Chapitre 3, et on sent c'est une certaine tension. Ouais, j'ai écrit ça cet après-midi. Une douleur lancinante à la base du crâne lui rappela 2 choses. Que quelqu'un venait de l'assommer et que jamais l'inconscience d'un moment ne serait aussi sombre que le souterrain de sa sauveur à Redon où vivait sa grand-mère. Des souvenirs de Madeleine fondue dans du thé dégueulasse se mêlèrent à la honte d'avoir été aussi bêtement surpris. Un mastard, un type vaguement menaçant, juste armé du massicot de la réserve, le toisait. Jonathan se releva avec peine. Il était allongé dans la pénombre, à côté de Marie, enrubannée dans le papier bulle. La situation était aussi cocasse qu'un baltringue envahi par des keufs un soir de descente du club local de foot en demi-finale. Le libraire avait souvent pensé à la réplique qu'il pourrait dire en pareille situation. Un truc osé, fort, puissant, un uppercut de mots, comme une série d'athémies à la gorge. Des prolégomènes à l'injure faite, des injonctions, des ordres. Et c'est pour cela qu'il jeta à la sale face du type qui l'avait assommé. Non mais ça va pas la tête? Le type ne répliqua pas. Comme si Jonathan était son âme sœur et que toute discussion était inutile entre eux. Ils se comprenaient. Laissez-moi deviner, ructa le libraire. Vous êtes prof de français, un prof de français aigri, qui cherche à se venger du pilonnage des grands classiques, et votre amour des armes à feu anciennes, notamment des Remington 1858, vous amène à nous kidnapper, c'est ça? Une logorée de malade. Jonathan avait oublié que, sous l'effet du stress, il pouvait baragouiner d'improbables envolées lyriques. Le type ne bronchait toujours pas. Il avait le front dégarni et le sourcil monoligne, un peu comme Timothée Chalamet, l'acteur en vogue, quand il jouait l'effort intense de réflexion. Mais parlez, bon sang! Dites quelque chose, je veux comprendre. On est en pleine sublimation, là, on étouffe. Vous vouliez dire expectative, soyez précis avec les mots. Le type guettait à la porte. On n'en voyait qu'une partie de son visage, celui tourné vers la lumière, et ce profil de gorille en rut paraissait paradoxalement fragile, presque apeuré. Quelque chose dans l'angle de la mâchoire, un rien, qui intriguait. J'avais tourné ma page, qui intriguait le libraire. Le type surveillait l'entrée. C'était une évidence. Et Jonathan comprit sans même s'en rendre compte que tout ce chambard était lié à la venue de Camille Couteau, que le géant l'attendait, la guettait, et que lui et Marie
Marie, toujours à moitié inconsciente, ne ferait pas les réassorts du soir. Je n'ai rien contre vous. À nouveau la voix du type, lourde et lente. Cette manie de traîner sur les syllabes comme s'il était un espion, un pirate ou un péripatéticien de téléphone rose, un voleur, un jardinier de plantes mystérieuses, enfin, quelqu'un dont on ne voulait pas croiser la route, comme quand on croise sa belle-mère au réveil dans la salle de bain. On s'écrivait tous les jours, ça fait un mois que je n'ai plus de nouvelles. Le type parlait tout seul. Jonathan en profita pour libérer les scotch qui retenaient prisonnier Marie, comme des tagliatelles mal cuites. Sa collègue avait les yeux braqués sur lui, des yeux incandescents qui semblaient le brûler au fer. La poitrine de la jeune femme se soulevait comme pour proférer un cri muet. Mais ce qui sortit dans un souffle, presque un râle, étonna Jonathan, pourtant habitué à être insulté sur le sol de tas de portes où il délaissait ses amantes. « Boludo, alte Marie cabron !» Mais à qui elle s'adresse ? Bon sang, à moi ou à ce type ? Le libraire songea soudain qu'il débarquait d'un rêve, et que rien de tout cela n'existait vraiment. Pourtant, Marie feulait en espagnol, une des nombreuses langues acquises dans ses voyages, et le géant, toujours immobile, toujours plaqué dans l'encadrement du seuil de la réserve, restait une menace bien tangible. Dès que l'autrice invitée, ou un client quelconque, franchirait la porte de la librairie, le type se ruerait en avant, massicot levé, pour frapper. « Mais où t'étais passé ?» s'énerva Marie, l'incarnation même de la fureur et du dégoût, comme si de la lave jaillissait soudain de l'asténosphère pour dévaster les vertes prairies de son visage. Jonathan se sentit retomber en enfance, oublié, comme à la Bogue d'Or un soir de Théouz par sa grand-mère de Redon, adepte de la bière à la châtaigne tiédasse et de la perdition de petit-fils. « Je peux tout expliquer. »« Oh, garde tes salades pour tes limaces. Hein. » Marie avait un langage très fleuri. Elle aurait gagné le prix si elle avait été un village. Tu faisais quoi ? Ce type a déboulé, s'est énervé, il voulait parler à Camille, je lui ai dit qu'elle arrivait, il ne s'est pas calmé, et après ça a été une vraie riboule dingue. Vous vous êtes battu ? Jonathan était admiratif. Pourquoi tu crois que je marine dans le papier bulle ? Pour l'extase ? Pour l'hyposuction avec gommage et empreinte du corps ? Je ne suis pas la Marie couche-toi là de tes rêves, mon bonhomme, et je... Quelqu'un vient. Le type grogna et s'avança dans la boutique, le type. Jonathan l'avait oublié. Il était fasciné par les mots de Marie. C'était à chaque fois la même chose. Mais là, le type bougeait. Il y avait une ouverture. Il suffisait de se jeter dans ses jambes, de le faire tomber, et il allait invariablement s'empaler sur la lame du massicot. Non, s'empaler, c'était pas le bon verbe. Plutôt se cisailler. Bah non, pas ça non plus. Bon, le type referma la porte d'un coup sec, pile au moment où Jonathan, du moins une partie de lui, son corps, bondissait. Le libraire s'écrasa le nez contre le chambranle et glapit comme un sacré crevard qui aurait mangé une enclume en guise de déjeuner. Mais chut, on se calme, fils, patron. Pas le bureau des pleurniches. Marie s'était déjà débarrassée de son enveloppe de bulles et elle s'échinait à ouvrir la porte. Fermée, évidemment. Jonathan se remit debout. Mais qu'est-ce qu'il veut à Camille, vraiment, ce type ? Mais à ton avis ? Marie s'était saisie d'extincteur et cognait comme une possédée contre la serrure, comme si elle s'acharnait à déplumer un albatros. Quelle femme, pensa Jonathan, complètement à contre-courant de l'histoire en cours. Bon, tu m'aides ou tu pètes d'abord dans une montgolfière pour la faire s'élever ? Hein ? On dirait franchement une mamie cyclosportive, tu baves, tu pédales, mais c'est de la frime, tu dépasses pas la côte. Marie avait beaucoup d'avis tranchés, qui tranchaient justement sur la blondeur vénitienne de ses cheveux et ses yeux d'un bleu ardent. Botticelli badass, occupé à défoncer une porte devant un donjon hippobuldé dans les vapes. Jonathan se sentit d'un coup comme un neutrino solitaire, égaré sur la voûte céleste, en pleine migration vers nulle part. La serrure céda d'un coup. La raison du libraire faillit faire de même, lui qui se prenait pour un mâle alpha. Un homme, certes beau, mais bêta. Dans la librairie, les rideaux étaient tirés déjà, l'électricité coupée. Le petit train électrique qui faisait le tour de la boutique avait déraillé, au niveau des rayons développement personnel. Une étagère s'était écroulée à terre, quelques livres pour enfants, dont un pop-up écrit en espagnol taché de sang. « El rinoceronte estaba triste ». Tu m'étonnes, pensa Marie, figée sur place. On distinguait à peine le corps étendu là, comme une mauvaise blague. Il n'était même pas placé sous le rayon policier. « Vous l'avez tué ? Vous avez tué Camille Couteau ?» Le libraire était atterré. Les mots suintaient de sa bouche comme si sa gorge recelait du sang, le sang d'une autre avalé au passage. Le type, le géant, celui qui avait correspondu tant d'années avec l'autrice aux voilettes, venait de la tuer. Comme ça, sans raison. Parce que le cachet de la poste était de mauvaise foi. Le massicot dégouttait d'un liquide brunâtre, presque violacé dans la pénombre de la boutique. Le type
arborait la gueule chiffonnée d'un ornithorynque qui aurait bu une tasse de verveine citronnée au réveil. Je ne l'ai pas tuée, elle était là quand je suis arrivé. Et il ajouta, trop tard. Marie était déjà sur lui avant même que le type ne réagisse. Elle frappa de l'arrêt de la main droite sur le cou du géant, qui lâcha aussitôt le massicot. Celui-ci alla rouler sous l'étagère des poches. Le type, lui, ne riposta pas. « J'appelle les flics !» jeta-t-elle essoufflée. « Attends, il y a un problème. » Quelque chose clochait encore, comme si le corps avait été déplacé, la scène de crime réajustée pour paraître plus vraie. Figés soudain, les trois personnages vivants de cette improbable scène, en totale dissonance avec le lieu qui l'abritait, faisaient figure de pantin. Aucun n'était à sa place dans ce castelet macabre. Comme le sillon usé d'un phonographe épuise la cire du disque, ils épuisaient leur temps à réagir. La musique du silence qui suit un crime perdurait. La librairie de la rue romaine où il se trouvait se peuplait déjà d'un autre fantôme, en plus de ceux manquant dans les rayonnages. Le libraire rompit le silence. Dans 10 000 ans, cette parole résonnerait encore. Elle est froide, son corps est froid, elle ne vient pas d'être assassinée, aucune rigueur cadavérique, rien, elle commence même à puer. Jonathan était agenouillé près du corps, il touchait la main du cadavre, comme pour le consoler. Marie se tourna vers le cadavre, vers le géant. Marie se tourna vers le géant. « C'est quoi votre nom, là ? Il faudrait commencer par ça ?» « Antoine de la Valeur, répondit le type. Et je ne suis pas un assassin, je répète. Il y a eu du mouvement près de la porte. J'ai foncé, on a poussé le camp contre moi, il est tombé, là. » Du doigt, il désigna le cadavre. Le libraire, lui, cherchait les plaies, les entailles possibles, les coups. Savoir de quoi était mort ce corps, une sorte de consensus non consensuel, quelque chose dans l'air du temps. Même les cadavres ne paraissaient plus être ce qu'ils devaient être. Tout le monde agissait à l'encontre de ses désirs. Le sang n'est pas le sien ? Ben, il doit y avoir une raison, bredouilla Antoine, le géant, le type, enfin tous les noms qu'on avait pu lui donner jusqu'alors. Je suis Camille Couteau. Jonathan releva la tête. Cette Marie tout de même. Non mais sérieusement. Et elle se tourna vers Antoine, interdit, muet, vidé de sa substance. Et je n'ai jamais écrit à ce type de ma vie. Wow, on se calme, je ne comprends plus rien. Le libraire se répétait l'adresse de sa grand-mère à Redon comme un mantra. 58 rue Codillot, 58 rue Codillot. Ne pas perdre pied en perdant la tête. Il aurait pu penser aussi à Naruto, section manga, ou Néron, section biographie tyrannique, mais non. Foutu mémé. Donc, tu es Camille Couteau. Et ça, c'est qui ? Aucune idée. Ok. Belphégor va déjà nous montrer son beau visage. Jonathan souleva la voilette et recula précipitamment. Le divine. Le libraire se souvenait fort bien de cette jeune fille, croisée 3 jours plus tôt, alors qu'elle venait choisir un recueil des poésies complètes de Pétrarque. Oh, ma sœur, la violence, nous sommes tes enfants. Redon, métropole, Redon, métropole, Redon, métropole. Jonathan avait des tas de mantras en cas de trauma. Ben, on veut nous piéger. C'est le géant qui avait parlé. Écoutez, je m'emporte facilement, mais je ne suis pas violent. J'aurais jamais tué cette fille, jamais vous deux là, vous n'avez pas les tripes non plus. Bah alors qui ? Marie regardait les deux hommes. Au loin, on entendait vaguement une sirène insistante se rapprocher. Vous faites quoi dans la vie, Antoine ? Horticulteur. J'adore les livres de Camille. Alors, j'ai écrit à la maison d'édition, Galisseuil, là, et les deux autres écoutaient religieusement. Eh ben, elle a répondu, puis très vite, on a échangé sur nos vies, on est devenus intimes. Par lettres. Le libraire était en train de se dire que c'était une belle approche. Ouais, ça vous gêne ? Mais vous n'êtes pas adepte du romantisme, vous, hein ? Ouais, moi, je cherche des réponses. Pourquoi elle ne m'écrivait plus ? Pourquoi ? Et le géant se met à sangloter doucement et à marmonner comme s'il était un cabinet de réflexologie à lui tout seul. Ok, c'est certain, on veut nous en papa ouater. Nous en papa outer. Mais je préfère dire nous en papa ouater, je trouve que c'est plus joli. Nous en papa outer, évidemment. Le géant ne prêtait aucune attention à Marie, comme un bambin à qui on aurait refusé des plumes de pan comme couvre-chef d'Indien. Ludivine Boulier, ça me revient maintenant, murmura Antoine. Elle était bizarre, cette fille. Toujours à me poser des questions sur toi, Marie, même quand... Hein ? Une fille qui fantasmait sur moi avec toi, c'est... Antoine émit un petit hennissement. Oh, ça va, hein, vous, le tueur en massicot, hein, pas fichu de zigouiller vos victimes vous-même. Bah, soyez polis, hein. Et on se calme. Marie, tu connaissais cette fille ou pas ? Tu as une bonne mémoire des visages, tu connais tous les clients. Marie recula. Les cadavres, non, je veux pas. Sinon, je dis à la presse qui tu es. Sans un mot, Marie se pencha sur le corps. Bah merde alors, Constance Larbieux, ma coloc du lycée, c'est elle, Ludivine machin là ? Je la connaissais sous ce nom, murmura Jonathan, une chouette fille. Marie secoua la tête.
Bah, heureusement qu'elle est morte, hein, t'aurais souffert. Elle adorait jouer avec les poisons. Tiens, d'ailleurs, on jouait à un jeu à l'époque, ça s'appelait Mort en instance. Et eh ben, tu t'empoisonnais suffisamment pour simuler la mort, mais pas trop. Ah, c'était chouette. Jusqu'à la mort de Léa. La sirène se rapprochait, de plus en plus forte, de plus en plus agaçante, avec en plus une stridence répétitive. Une trottinette électrique de la police, sans doute, coupe budgétaire oblige. Léa avait des marques sur le cou, comme ici, c'est le même poison. Extrait d'une liane, la cotacine. J'en vends à la boutique. Marie et Jonathan regardaient Antoine. Le plus fantastique dans tout ça, c'était qu'il avait cessé de pleurer. Il y a un type qui m'en achète souvent, Guillaume Le Guenec. Mais attends, je le connais aussi. Jonathan était à fond. Ludivine, Constance, m'a dit que ce type était son ex. Elle s'en plaignait. Il la harcelait. La sirène était toute proche à présent. Elle aurait pu servir à l'occasion de sonnette pour la porte d'entrée de la librairie. On aurait dit deux chats siamois en train de copuler. Ça donnait des idées bizarres dans la cervelle. Le Guenec, il habite où? On va le choper et l'amener aux flics. Marie, elle aussi, était à fond. C'était chouette. Ça faisait un bel ensemble. Et tu vas leur dire quoi aux flics? Jonathan commençait à reperdre pied et pensait à Saint-Convoyons, Saint-Patron de Redon, n'y changeait rien. Tout. Comment Constance me jalousait, comment elle a voulu me faire chanter, comment elle s'est servie de lui, d'Antoine là, pour se procurer via son petit copain de l'époque, le poison qui a tué Léa. Comment elle t'a séduit toi pour m'approcher et surtout comment Guillaume Le Guenec l'a tué et a voulu lui faire porter le chapeau. C'est clair? Les deux hommes se regardèrent, un peu perdus. Puis ayant fait le tri dans leurs neurones encore valides, ils se ruèrent sur le cadavre, le fourrèrent sous l'étagère des beaux livres, jetèrent un tapis sur les taches de sang éparses. Marie récupéra le massicot ensanglanté, et tous les trois, alors que la sirène se taisait brusquement devant la porte de la librairie, s'enfuirent par l'issue de secours, l'air légèrement psychopathé. Chapitre 4. La porte de la librairie était fermée, les volets clos. Georges Durieux regarda sa montre, vérifia que sa trottinette électrique était bien attachée, ramassa dans son sac à dos la sirène portative qu'on lui avait donnée à la caserne et attendit. Il adorait les histoires policières, même si, en tant que gendarme, il avait l'impression de revoir sa journée défiler quand il lisait le soir. Et pour rien au monde, il n'aurait manqué une séance de dédicace de Camille Couteau. Mais bon, ça traînait quand même, cette signature. Les libraires, ça aimait prendre leur temps. C'est ça qui était de fond. Voilà, fin. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette lecture. J'ai fait quelques pâtés, mais voilà, merci. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a plu.